Je rappelle le nom de cette table ronde qui s'appelle « Dissuasion nucléaire, réalité ou illusion ». On va procéder bêtement par ordre alphabétique, comme sur vos revues, pour faire passer nos intervenants. Donc, c'est sûr que la fameuse dissociation nucléaire, qui est quand même le dogme de la France, officiellement, qu'on n'arrive pas à discuter dans aucune enceinte politique, je pense que ça mérite largement qu'on la mette en question et qu'on la questionne. Donc, je donne la parole d'abord à Jean-Marie Colin. Donc, Jean-Marie Colin, qui est directeur de la campagne ICANN France et qui va nous parler des préoccupations légitimes de sécurité liées à la politique de dissuasion nucléaire. Merci. Vas-y, Jean-Marie. Merci, Annick. Bonjour à tous. Merci beaucoup, IDN. Merci beaucoup, cher Marc, cher Bernard, pour cette organisation. Et puis, bien sûr, j'ai une pensée comme cofondateur de cette organisation il y a une dizaine d'années envers Paul, avec qui j'ai beaucoup appris et beaucoup partagé. Je vais essayer de rester dans un temps de 10 minutes pour donner la possibilité d'avoir de questions. Donc, c'est vrai qu'en raison d'une certaine banalisation du sujet armes nucléaires, notamment sur les médias, tout d'abord, il me semble important de faire un premier point, de rappeler un peu une vérité de la palisse. On parle bien d'armes qui sont définies comme des armes de destruction massive dont la puissance est sans équivalente et des armes les plus destructrices et les plus inhumaines et les plus aveugles jamais créées. Le risque d'utilisation d'armes nucléaires n'a jamais été aussi élevé dans un contexte à la fois de tensions internationales exacerbées par la guerre en Ukraine, de l'attaque officielle de l'Iran sur Israël, de la banalisation de la rhétorique nucléaire, de la nouvelle course aux arsenaux également, en raison des programmes de modernisation et de renouvellement, qui ont débuté bien avant 2022, qui ont été programmés à partir du début des années 2000, et ce, dans toutes les puissances nucléaires. Et donc, ces armes nucléaires, qui reposent sur ce que l'on nomme la dissuasion nucléaire, qui est un concept, pas un objet, et donc encore moins quelque chose de sacré, est aujourd'hui un peu plus discuté. La dissuasion implique cette capacité, la volonté par des hommes politiques, c'est bien des hommes derrière ces genres de systèmes, et des hommes au sens H, des hommes, des femmes, des militaires qui mettent en œuvre et qui vont potentiellement utiliser ces armes, des armes qui ne peuvent pas être utilisées, bien sûr, sans violer les lois des conflits armés, sans causer des dommages massifs, indiscriminés et intergénérationnels. Ce langage de dissuasion a toujours été utilisé dans les débats publics, permettant délibérément, finalement, d'effacer les menaces induites, de rendre la bombe plus acceptable, plus sympathique. C'est plus sympa de parler de dissuasion que d'armes nucléaires, d'armes atomiques, de bombes atomiques. Cette ruse, je dirais même en fait cet abus de langage doit cesser. Les États doivent recentrer le débat sur la menace de préjudice humanitaire que représente l'utilisation d'armes nucléaires et sur le risque d'accident nucléaire. Nous savons que ce sujet est extrêmement redouté par toutes les puissances nucléaires et en particulier par la France. C'est la raison pour laquelle elle a notamment refusé ces 15 dernières années, par exemple, de participer aux 3 premières conférences intergouvernementales sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires entre 2013 et 2014, de refuser de participer aux 2 groupes de travail à l'ONU pour faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire en 2013 et 2015, bien sûr de refuser de participer aux négociations du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, de voter contre toutes les résolutions sur le bouton rouge, le non, depuis 2011, lorsqu'il y a cette thématique qui est abordée, et parfois même de se retrouver toute seule, ou quasiment toute seule, à voter contre avec notre ennemi d'aujourd'hui qui s'appelle la Russie. Lorsque les pays promeuvent la dissuasion nucléaire, ils renforcent leur volonté de proférer des menaces humanitaires catastrophiques. Tout pays qui souscrit à la théorie de la dissuasion accepte donc de participer à cette menace tacite constante à l'égard du reste du monde. Conserver une telle politique de dissuasion nucléaire, c'est finalement accepter de ne pas voir que le monde change et que celui-ci va être confronté à des risques nouveaux majeurs où les ressources humaines et financières devraient être allouées à combattre les crises du dérèglement climatique.
C'est accepter que nos systèmes nucléaires sont censés fonctionner au moins jusqu'à la fin du siècle, et donc de renoncer à penser que l'évolution des technologies va éroder cette dissuasion. Je vous renvoie à l'intelligence artificielle. C'est accepter d'exposer la population civile, et en particulier les jeunes femmes et les jeunes filles, à des risques disproportionnés. Les jeunes filles pouvant en effet être 10 fois plus vulnérables au rayonnement ionisant que les autres membres de la société. Ce n'est donc pas une assurance vie, mais bien une assurance mort, pour reprendre une expression qui était chère à Paul Quilles. C'est accepter de promouvoir la prolifération, car ce concept, finalement, oblige sans cesse à la modernisation et au renouvellement des arsenaux nucléaires. C'est aller, bien sûr, à l'encontre du droit international, et notamment celui du droit du désarmement nucléaire, puisque c'est aller à l'encontre du TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, dans son article 6, qui précise qu'il y a une notion de bonne foi. Et la notion de bonne foi a été reconnue par la Cour internationale de justice en 1996 comme une portée juridique qui dépasse celle de la simple obligation de comportement, mais d'aller réaliser véritablement, de parvenir à un résultat précis. Le désarmement dans tous ses aspects, par l'adoption d'un comportement déterminé, à savoir la poursuite de bonne foi de négociation en la matière. Donc c'est aller à son encontre. C'est encore aller à l'encontre du TNP, et donc de décrédibiliser d'une manière générale ce traité au risque de le voir s'éteindre, et donc de voir augmenter notre insécurité internationale. C'est au risque aussi d'aller à l'encontre de deux dispositions importantes prises dans le cadre de ce TNP, c'est-à-dire acceptées par les États nucléaires et le nôtre. Un document final dans les années 2000 qui disait que les États ont un engagement sans équivoque de parvenir à l'élimination complète de leurs arsenaux nucléaires, ou encore en 2010, les États ont accepté de réduire le rôle et l'importance des armes nucléaires dans tous les concepts, doctrines et politiques militaires et de sécurité. C'est aller bien sûr à l'encontre du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, adopté le 6 juillet 2017 et entré en vigueur le 21 janvier 2022. Et oui, les armes nucléaires sont interdites dans le droit international. Il est écrit explicitement en son article 1, alinéa D, que chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, employer ni menacer d'employer des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Le TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, a vraiment créé une révolution copernicienne sur la pensée de la dissuasion nucléaire et des armes nucléaires. Et c'est ce qui fait peur. Alors je ne sais pas si nous sommes dans le troisième âge de la dissuasion nucléaire, puisque c'est ce que l'on entend un petit peu, ou voire même si nous sommes dans la nouvelle jeunesse de la dissuasion nucléaire, nouvelle expression qui a été utilisée récemment par un journaliste du Monde, Marc Semo. Mais force est de constater que l'objet de la dissuasion m'apparaît de plus en plus fébrile en raison, certes, du conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi donc grâce en partie à ce traité. Je trouve même qu'actuellement, ces partisans deviennent plus prudents, à lire certains qui pourtant ont consacré la dissuasion nucléaire comme un bien mondial de l'humanité, car elle apporterait la paix, et qui aujourd'hui indiquent que la dissuasion nucléaire est bien une activité humaine, donc faillible, et que l'hypothèse d'un échec doit nécessairement être prise en compte. On assiste à un retournement de situation que nous expliquons depuis de très nombreuses années. Et sur le plan international, il en est exactement de même. Cette dissuasion commence à être observée différemment, preuve d'un renversement des rapports de force. Et je renvoie à ce qu'on disait ce matin, le Sud et le Nord, où, par exemple, dans la déclaration du G20 à Bali en novembre 2022, de New Delhi en août 2023, il est indiqué « l'emploi d'armes nucléaires ou la menace de leurs emplois sont inacceptables ». La menace de leurs emplois sont inacceptables. La dissuasion, c'est menacer les autres d'utiliser des armes de destruction massive, devient donc inacceptable. Lors de la seconde réunion du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, il a été pris une déclaration qui indique notre engagement à respecter bien sûr cette interdiction de ce type d'armes de destruction massive et à éviter leurs conséquences catastrophiques. Les États ont aussi décidé d'ouvrir un nouvel axe de travail pour remettre en question les faux récits sur la dissuasion nucléaire. Pour la première fois depuis l'existence de l'ONU en 1945, dont je rappelle son ADN est fondé contre les armes nucléaires. La toute première résolution qui a été prise en janvier 1945 par l'Assemblée générale des Nations unies demande l'interdiction et l'élimination de ces systèmes d'armes. Donc pour la première fois dans une enceinte multilatérale, des États travaillent actuellement et vont présenter en mars prochain, lors de la 3e réunion du TIAN, un argumentaire qui a pour but de challenger ce concept sécuritaire. Un processus qui est un moyen de créer aussi un pont de dialogue avec ceux qui, comme la France, soutiennent cette politique de défense, car ces États croient dans la dissuasion
croyant dans la dissuasion, ne pourront pas rester sans dialogue. Ils seront obligés de répondre à cet argumentaire permettant enfin une relation et un véritable dialogue. Cette critique vise également à réfuter toute notion d'État nucléaire dit responsable, quelque chose qui est apparu il y a une petite dizaine d'années. Il y aurait les responsables et il y aurait les irresponsables. Je vous laisse deviner lesquels. Portés notamment par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, puisque la menace d'infliger des destructions massives va bien à l'encontre des intérêts légitimes de l'humanité dans son ensemble en matière de sécurité. Il s'agit d'une approche dangereuse, erronée et inacceptable de la sécurité. Les menaces nucléaires ne doivent pas être tolérées d'États responsables ou irresponsables. Il n'y a que des États qui réalisent des menaces nucléaires. Je tiens dans mes 10 minutes, c'est parfait. Je terminerai donc par souligner, comme toutes les autres armes, que les armes nucléaires et de fait la politique de mise en œuvre de ces armes, la dissuasion, sont soumises aux règles et principes du droit international humanitaire, aux principes d'humanité et aux exigences de la conscience publique. Notre campagne ICAN attend ainsi une attitude responsable des politiques et des diplomates français, ce qui serait un moyen de prendre à témoin les autres puissances nucléaires et leurs alliés en première action à participer comme État observateur à la 3e réunion du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. À noter qu'en 1 an et demi, il y a de plus en plus de parlementaires qui soutiennent cette idée-là. On a commencé avec une 50aine de parlementaires. Aujourd'hui, on a 70 parlementaires qui soutiennent cette action et on espère en avoir une centaine début février. N'attendons pas, en revenant ainsi dans la règle du jeu des Nations Unies, la France se relégitimerait. N'attendons pas que la dissuasion nucléaire entre donc dans son 4e âge, c'est-à-dire celui de son utilisation. Sortons de cette parenthèse ouverte en 1945 où, comme l'a souligné le philosophe Günther Anders, ce n'est plus l'homme qui est mortel, mais bien l'humanité tout entière et de son propre fait. Je vous remercie et j'attends vos questions avec plaisir. Jean-Marie a bien respecté son temps. Il y a 1 ou 2 questions maintenant, mais pas plus, c'est des vraies questions. La déclaration du président de la République sur le fait qu'en cas d'opération d'opération française auquel s'opposerait un État, nous pourrions utiliser la dissuasion. Il me semble que c'est dans les textes de 2019 du président de la République. Et donc, je voudrais savoir si on peut parler, comme vous l'avez fait, d'un âge où ça irait mieux parce que plus d'États s'opposeraient, ou bien si au contraire, ce que dit Poutine, c'est la même chose d'une certaine façon que ce que dit la France, c'est-à-dire qu'on a une doctrine d'emploi. Et par ailleurs, est-ce que l'automaticité n'est pas un problème technique qui dépasse l'individu et la décision pour aller vers de l'emploi? Sur l'emploi, et on n'a pas depuis la dernière déclaration du président Macron qui fonde sa pensée sur la dissuasion en février 2020, depuis le milieu des années 70, on a une politique d'emploi en premier de l'arme nucléaire. Ça a pris différents noms. Aujourd'hui, ça s'appelle l'ultime avertissement ou l'avertissement nucléaire. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est l'utilisation en premier d'un système d'armes, notamment par les forces aériennes stratégiques, à minima un missile nucléaire. En fait, c'est au moins 2 pour une question de redondance. Des fois qu'il y en a un qui ne fonctionne pas ou qui soit arrêté. Sachant qu'un missile nucléaire, c'est 300 kilotonnes, c'est à peu près 15 fois Hiroshima. Et donc, c'est bien sûr dans l'idée de rétablir la dissuasion. Seulement, ça paraît un peu bizarre d'utiliser l'arme nucléaire, ce qui signifie donc que la dissuasion n'a pas fonctionné, pour rétablir un truc qui n'a pas fonctionné, et surtout d'attendre que l'adversaire en face ne réagirait absolument pas. Donc on a bien cette politique d'emploi en premier, comme tous les États à travers la planète qui ont des armes nucléaires, hormis les Chinois et les Indiens, même s'il y a peut-être quelques plus d'incertitudes aujourd'hui sur l'Inde. L'automaticité, je crois, peut-être Benoît pourra en dire quelques mots dans son speech, n'existe pas encore en France et je ne pense pas qu'elle existera avant un très long temps, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais vous demander si vous pensez que lorsque une majorité d'acteurs internationaux de premier plan, c'est-à-dire des gouvernements, décident justement ou sont en train de s'orienter vers cette doctrine de l'emploi soi-disant préventif, il est imaginable de convaincre ces personnes que c'est une folie.
j'ai l'impression que c'est comme si on essayait de convaincre Hitler que, au lieu d'assurer la suprématie de l'Allemagne, il allait assurer la ruine de son pays. Voilà, je crois qu'il y a des illusions et des convictions quasi délirantes. On a eu la question, merci. C'est toute l'ambition d'un colloque comme celui-ci, de rassembler des gens qui travaillent sur l'interdiction des armes nucléaires à travers IDN, à travers ICANN, de travailler ensemble et de faire pression sur nos acteurs politiques. Merci. On ne peut pas continuer, hein, je suis désolée. On essaiera, bon, il y a peut-être à la fin, et puis il y a les pauses. Il y a les pauses. Merci. Marc. Donc, je vais vous parler, moi, en tant que psychologue, de cette dissuasion. Psychologue et écrivain. Et écrivain, oui. De cette dissuasion, en reprenant d'ailleurs la définition, hein, c'est un acte finalement psychologique simple, hein, la dissuasion, c'est par l'existence d'un potentiel militaire, dissuader un adversaire de vous attaquer et de vous agresser par crainte des représailles ou de la guerre totale. Pardon. La dissuasion, elle repose sur des principes psychiques fondamentaux. C'est d'abord créer la peur. Alors, il y a un certain nombre de prérequis. C'est pas n'importe quelle peur. Il faut que ça soit déjà une peur raisonnable. Si vous avez un adversaire qui est en état de panique ou en état d'affolement, votre dissuasion ne va pas fonctionner. Il faut qu'il soit à peu près rationnel, c'est-à-dire qu'il ne soit pas suicidaire. Je vais vous citer dans l'histoire nucléaire, pourtant courte depuis 1945, que nous avons eu un cas où il y avait véritablement une envie de suicide collectif. Il faut par ailleurs qu'on fonctionne sur le même échiquier. C'est-à-dire que si vous avez un adversaire qui est dans la quête d'une guerre sainte et d'un salut éternel, votre dissuasion ne va pas fonctionner, parce que lui, il recherche la mort. Donc vous vous trouvez devant un certain nombre de prérequis, et le dernier, c'est qu'il faut que cet adversaire, il ne doute pas de votre capacité à lancer ces fameuses représailles. Alors ça, c'est le premier élément psychique, faire peur. Le deuxième, c'est créer la paralysie par la conviction que ça n'a aucune valeur opérationnelle d'attaquer. On va vers ce qu'on appelait la MAD, hein, la destruction mutuelle assurée. Comme j'ai très peu de temps, je ne vais pas creuser cet élément-là, mais il fait partie du deuxième principe psychique. Le troisième, c'est de l'inhiber, parce que ça serait, vous l'avez évoqué, c'est un problème moral. Hein, on utilise une arme de destruction qui n'est pas discriminante, où il va y avoir des milliers, des centaines de milliers, des millions de morts civiles. Donc il y a un problème moral. Donc logiquement, la dissuasion, c'est aussi empêcher l'adversaire de vous attaquer pour ce motif moral. On parle énormément de tabou nucléaire, je vais vous en dire un mot. Et enfin, le quatrième point, qui n'est pas tellement certaines fois pointé, c'est qu'il y a un effet de figement. Le figement, c'est l'animal dans la nature qui se fige quand il est face à un danger extrêmement puissant. Et il y a un effet de figement en raison de la nature même, de l'énormité même des destructions et en quelque sorte de l'anticipation de la fin de soi, du monde et du genre humain, hein, parce que c'est le genre humain en cause. Hein. Alors si on cumule ces quatre éléments psychiques, on arrive en fait à une sorte de carcan qui en quelque sorte détermine l'ordre nucléaire. Et si vous voulez, si on devait utiliser une image, c'est un peu le royaume de l'empêchement et du silence. Enfin, c'est ce qu'il devrait être. Hein. Bon, évidemment, je vais vous dire qu'il s'est nettement modifié dans les temps récents. Et donc vous avez des nations qui sont dotées, qui sont en quelque sorte ficelées psychiquement, dans lesquelles le moindre mouvement affecte son voisin, et notamment tous les actes locutoires, hein, qui sont performatifs, c'est-à-dire qui modifient l'environnement. Certaines fois, ils modifient l'environnement, d'ailleurs, pas selon les intentions du locuteur. Hein. On peut très bien avoir une parole qui va modifier considérablement l'environnement, alors même que vous ne le voulez pas. Voilà donc en quelque sorte comment la dissuasion devrait fonctionner. Alors, on peut parler, donc mon sujet c'est l'altération, on s'aperçoit que ces quatre éléments, tous ensemble, sont altérés de manière assez considérable, ce qui explique notamment qu'avec l'Ukraine, on soit passé d'une dissuasion pacifiante à une dissuasion de combat. Ou à une dissuasion avec sanctuarisation agressive, comme disent les experts. Alors, le premier phénomène d'altération, c'est sur la peur, justement. Alors, il y a un paradoxe incroyable, c'est que quand on fait des sondages internationaux, Gallup en a fait un encore récemment, où 8 habitants sur 10 craignent et anticipent
que la dissuasion ne va pas fonctionner, qu'il va y avoir un conflit nucléaire. 40%, la moitié d'entre eux pensent que les risques sont très importants. Et pourtant, il n'y a pas des mécanismes de peur qui se mettent en place. Et je vais vous en donner un exemple. Aujourd'hui, on devrait avoir non pas 200 personnes, on devrait en avoir 2000, 3000, 5000 qui viennent nous écouter. Et non. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas cette peur dans l'opinion publique qui d'ailleurs a posé d'énormes problèmes. Je vais vous l'expliquer pourquoi à Vladimir Poutine dans son agression. Alors d'abord, il y a la distanciation par rapport à Hiroshima qui a laissé une trace mnésique, une trace traumatique, sauf que les nouvelles générations n'ont pas ce lien avec ce traumatisme. Et nous-mêmes, il y a une forme de semi-amnésie qui s'est mise en place. La deuxième chose, je vais très vite, parce que c'est des processus qui mériteraient d'être plus développés, il y a un phénomène d'abstraction. C'est-à-dire qu'à force d'avoir un silence des gouvernants qui maintiennent une sorte c'est ça, d'interdiction de parler au final. D'une part, le fait que ce sujet ne soit jamais dans le débat démocratique, ça c'est absolument stupéfiant, que quelque chose qui décide de notre vie, de notre mort au plan collectif ne soit jamais débattu au plan démocratique, fait qu'il y a une notion d'abstraction. Et une jolie phrase de quelqu'un qui disait c'est cette chose intangible qui entoure le monde et me menace et me protège en même temps. Et comme c'est flou et comme finalement tout cela est abstrait. Le troisième élément sur lequel Benoît Pelopidas a beaucoup travaillé, c'est la mise en fiction dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on n'en entend pas parler, sauf à le retrouver dans des films où il devient, alors on renforce la notion d'irréalité d'une part, et puis il est symboliquement dans la main de l'homme, qui peut en faire un scénario et un produit de divertissement. Alors le mot divertissement peut vous choquer, mais au plus fort de la crise entre Donald Trump et Kim Jong-un en 2017, il y a eu un sondage aux États-Unis, et les jeunes Américains trouvaient la situation divertissante. Voilà. Très exactement comment étaient les choses. Et alors, le quatrième point, c'est le clivage. C'est-à-dire que, effectivement, la peur n'a pas disparu. Il ne faut pas croire que la peur a disparu. Elle est simplement remarquablement maîtrisée aujourd'hui par les populations occidentales en raison de défenses collectives qui ont été mises en place. C'est des défenses psychiques, de telle manière qu'on clive et en quelque sorte on se débarrasse de cette peur, on l'oublie. Si vous regardez autour de vous, même dans la situation de conjoncture actuelle, les gens vous diront « Ah non, parlons pas, ou c'est pas si grave », ou voilà, on rejette cette pensée-là. Et je vais vous donner un exemple de clivage qui est tout à fait étonnant. C'est les personnes qui parient en ce moment sur les sites sur l'occurrence d'une explosion du nucléaire avant la fin de cette année. Et il y a des possibilités, d'ailleurs, c'est une manière de faire de l'argent, d'autant plus que les gens considèrent qu'elle doit intervenir, cette explosion nucléaire. Mais au plan, moi, en tant que psychologue, ce qui m'intéresse, c'est l'individu qui va parier pour obtenir des gains sur une explosion atomique qui a toute chance de faire disparaître à la fois ses gains, sa vie. Et donc, vous voyez, c'est ça le clivage en action. On est vraiment dans un clivage. Et alors, une des plus grandes erreurs de Vladimir Poutine en Ukraine, c'est de ne pas avoir pris en compte ces altérations. C'est-à-dire que c'est un homme qui a encore du temps des Pershing, rappelez-vous, où il y avait des centaines de milliers, jusqu'à 1 million de personnes dans les rues au motif de ce risque nucléaire et pour s'opposer aux décisions des gouvernements. Et en réalité, quand il lance son affaire d'Ukraine, la menace, elle est proférée à bas bruit. Et il se dit que les populations vont être terrorisées, vont faire pression sur les gouvernements pour qu'ils ne viennent pas aider l'Ukraine. Et ça ne marche pas. Et on est aujourd'hui à plus de 100, je crois que 108 ou 109 occurrences sur la menace nucléaire, et ça ne fonctionne toujours pas. Alors il y a un effet d'habituation, évidemment, quand on entend une menace 20 fois répétée, 50 fois répétée, au bout d'un certain temps, on n'y croit plus. Alors, ça a un effet quand même, c'est que même s'il n'arrive pas à faire bouger les populations occidentales, il continue à détériorer l'ordre nucléaire. Je vous parlais tout à l'heure de cette parole qui modifie l'environnement. Et tous ces éléments-là continuent à modifier l'environnement. J'accélère parce que je vais dépasser nettement les 15 minutes. Le deuxième principe psychologique, c'était
le sentiment que c'était incohérent au plan opérationnel. Hein, c'était l'idée. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit ce matin, la course aux armements, tous ces signes qui montrent qu'on est passé à autre chose, relance de la course aux armements, effondrement des négociations internationales et surtout des États qui se dotent d'arsenaux de plus en plus larges au plan du nucléaire tactique. Alors on constate depuis 10 ans un retour des théories de la victoire nucléaire. Hein, c'est-à-dire que c'est Colin Gray qui reprend Herman Kahn, pour ceux qui connaissent, en 61, qui avait développé ça. Et donc cette théorie des victoires nucléaires a été présente déjà dans la posture nucléaire de 2018 de Donald Trump. Et aujourd'hui, avec la Heritage Foundation, qui est un lobby extrêmement puissant, avec des hommes comme Robert Peters, qui travaillent là-dessus, il propose une dissuasion qui est en fait une dissuasion de champ de bataille. Hein. L'idée, c'est que en utilisant des armes nucléaires à faible charge, on arriverait à maîtriser une escalade pour éviter d'arriver à des armes stratégiques. Alors vous voyez le cheminement sémantique où on nous a fait croire que la dissuasion, c'était la paix, qu'aujourd'hui on est dans une dissuasion de combat, celle de Vladimir Poutine, et que demain on se prépare à nous faire une dissuasion de champ de bataille. Donc vous voyez, le deuxième principe psychique, là encore, est largement entamé, voire complètement renversé. Le troisième, du côté de l'interdit moral, il n'y a pas de bonne nouvelle non plus. Le tabou moral, c'est Nina Tannenbaum qui l'a théorisé, voulait qu'on soit pétrifié à l'idée d'utiliser une arme profondément immorale. En réalité, une étude en 2022 dans 4 pays, Israël, Royaume-Uni, France, États-Unis, a montré que lorsqu'on demandait aux opinions publiques, en les mettant un sondage à des gens triés évidemment sur le volet pour ce sondage, lorsqu'on leur demandait est-ce que vous êtes paralysés à utiliser l'arme nucléaire, ils répondaient non. Il y a une majorité qui l'utilisait, mais en évaluant les conséquences de leur action. Hein. C'est les conséquentialistes, c'est un terme un peu compliqué. Donc ça veut dire que ce tabou moral peut-être existe, puisqu'on le retrouve partout, y compris dans la presse et dans la littérature, mais il est quelque part fantasmé en termes d'handicap pour opérer une action nucléaire. Et c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'en sens inverse, en fait, il affaiblit la dissuasion. Parce que si vous avez quelqu'un qui lance une offensive et qui se dit « mon adversaire est pétrifié par ce tabou nucléaire, il est pieds et mains liés, je peux y aller, peut-être pas directement, j'irai sur le cyber, j'irai sur la guerre hybride, j'irai dans toutes ces zones floues des intérêts vitaux », vous avez déjà donc une prime à l'offensive. Et du côté du pays agressé, qui considère que l'agresseur en fait un chantage et qu'il est pris dans le même tabou, eh bien, il y a une notion de bluff, il y a une notion de chantage, il y a une notion d'intimidation, en se disant non, il ne franchira jamais le même tabou. C'est ce qu'on appelle en psychologie la projection. Donc vous voyez bien que ce tabou moral peut s'avérer finalement comme affaiblissant la dissuasion. Le quatrième affaiblissement, j'allais dire altération du principe psychique, il est extrêmement important parce que c'est celui que je vous disais qui était relatif au figement, à cet instinct de survie, de vie, qui est absolument fondamental. Et alors il peut être aveuglé, il est aveuglé aujourd'hui de 3 manières. D'une part, par des effets de leurre, qui sont d'ailleurs teintés de pensée magique. L'idée qu'une petite bombe nucléaire tactique va empêcher d'avoir une grosse bombe stratégique. Certaines fois, vous savez, derrière des mots très compliqués, il y a des choses qui sont extrêmement simples et basiques, parce que c'est ça le raisonnement, en fait. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui va gêner cet instinct de survie, cet élément formidable qu'avait mis en exergue Freud, quand je parle de pulsion de vie, c'est celle qu'a définie Freud en disant c'est elle qui préserve l'espèce. Eh bien, c'est la propagande dans les domaines d'un nationalisme exacerbé ou d'une religiosité exacerbée. Et c'est un point très important, c'est l'idée que finalement, on laisse penser que l'avenir de l'homme n'est pas dans la vie, mais c'est dans une mort sublimée, où on va chercher l'âme éternelle et quelque chose qui va au-delà de ce que Durkheim appelait la simple essence de l'homme. On va chercher quelque chose de beaucoup plus important. Et enfin, un troisième élément, c'est l'incapacité, pour provoquer cet instinct de survie, à se représenter ce qu'est
la guerre nucléaire. Hein. On appelle ça en psychologie, on appelle ça la fantaisie, hein, c'est-à-dire l'incapacité de voir et d'imaginer. Gunther Anders l'avait déjà théorisé en disant que quand le mal est énorme, on n'arrive pas à se le représenter. Et c'est assez intéressant, je crois que vous le citiez, c'est que l'ONU a décidé de relancer une évaluation de ce que pourrait être une guerre nucléaire. Et effectivement, on a 3 États qui ont voté contre: la Russie, le Royaume-Uni et la France. Alors, les conséquences de tout ça, je n'ai pas encore dépassé, il me reste encore 2-3 minutes, c'est... 3 minutes, allez. C'est que je vous ai expliqué ce qu'était ce carcan psychique à partir des 4 éléments que je vous ai évoqués. Ce qui se passe, c'est que ce carcan, bien entendu, s'est fendu. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort quelque chose qui est très important, c'est déjà la psyché des dirigeants atomiques du monde, avec toute leur complexité, toute leur ambition, leur orgueil, leur volonté, en général, de porter, en quelque sorte, un idéal national jusqu'à son sommet, et surtout leur volonté, le mot a été dit, et vous saurez qui l'a dit, leur volonté est d'écrire l'histoire. Mais quand un dirigeant veut écrire l'histoire, on sait que ça ne se fait pas dans les jours heureux, hein, qu'on écrit l'histoire. Hein. Donc, il y a ce premier point, donc ce jaillissement des hommes, des dirigeants atomiques, qui sont par essence imprévisibles. Hein. On ne sait pas ce que fera Donald Trump à partir du 20 janvier. Par ailleurs, deuxième très gros danger, c'est que certains d'entre eux considèrent que leur personne doit s'identifier à la nation, doit s'identifier au pays, de telle manière que le risque est celui d'un abaissement des seuils d'utilisation du nucléaire, j'allais dire, réduits à leur propre personne et à la protection de leur existence propre. Donc vous voyez le danger de cette personnalisation due, j'allais dire, à la rupture du carcan psychique que j'évoquais. Bon, j'aurais encore beaucoup d'autres choses à dire, mais l'idéal national poussé à l'extrême, c'est le deuxième, j'allais dire, risque majeur au plan évidemment de la dissuasion nucléaire. Et juste un rappel, en 62, alors on avait parlé avec Benoît Pelopidas, en octobre 62, Fidel Castro demande à Khrouchtchev d'envoyer la bombe nucléaire sur les États-Unis. Et puis on peut imaginer qu'il était un peu distrait ce jour-là, mais qu'il n'a pas réalisé que l'ensemble de Cuba et de tous les Cubains allaient aussi y passer dans cette affaire-là. Et 4 jours plus tard, il dit, alors je vais dire, nous savions, ne croyez pas que nous l'ignorions, que nous aurions été exterminés. Donc vous voyez, et ça s'appelle, alors je l'ai un peu théorisé sur la Russie, parce que je considère qu'il y a un très gros danger aussi sur la Russie à ce niveau-là, sous forme de suicide altruiste nucléaire. Le suicide altruiste, c'est considérer que, on retrouve ça beaucoup dans les sectes, hein, donc je me suis beaucoup inspiré de ce qui se passait au plan psychologique dans les sectes. L'idée, c'est que finalement, on va sauver sa population des mains ou de l'impérialisme ou de Satan, et bien tout simplement en les tuant tous, et c'est altruiste, hein, c'est une démarche, enfin, entre guillemets, altruiste. Sur la Russie, et je finis là-dessus parce que je vais me faire gronder sinon, sur la Russie, l'élément, j'allais dire, mystique est vraiment ignoré, ce qui est inquiétant. Il y a en Russie un mysticisme très ancien qui se traduit notamment dans les cercles de pouvoir par comment dire, pratiquement des religions parallèles, le cosmisme, etc., et une idéologie de la fin du monde, hein, qui est extrêmement forte, avec la parousie. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais Vladimir Poutine, qui se pose en martyr et qui le dit, il faut se préparer à mourir en martyr, il rejoint par là un peu le vocabulaire du fondamentalisme religieux musulman. D'ailleurs, on le voit en ce moment, je crois qu'il était il y a 1 ou 2 jours, se rapprocher des talibans. D'un autre côté, il y a un sacerdoce nucléaire qui est en train de se créer, qui a été montré par des chercheurs comme Adamski, où on voit des prêtres venir bénir les armes nucléaires et installer dans les sous-marins nucléaires des petites chapelles pour, en quelque sorte, créer cet esprit de sacrifice religieux. Les foules, je vous parlais des foules clivantes, les foules russes peuvent relever de ce qu'on appelle la psychose collective, ce qu'on appelle les méga-foules délirantes, qui, en fait,
crée en quelque sorte un confort psychique en se confiant intégralement au maître du Kremlin, auquel Kirill donne une forme de divinité en disant qu'il est un don de Dieu, la meilleure chose qui ait pu donner aux hommes Dieu. Pour finir, donc, on risque à ce moment-là d'être dans un combat métaphysique où la pulsion de vie dont je vous ai tellement parlé aujourd'hui va disparaître et finalement le combat se fait, j'allais dire, entre les morts, entre les morts qui seront élus et ceux qui seront damnés. Voilà. Conclusion rapide, la fameuse arme nucléaire qu'on nous avait vantée comme un élément de paix, de manière évidente, se présente plutôt comme un accélérateur de guerre et de destruction dans l'avenir. Merci. Merci, c'est tout à fait passionnante, qui donne bien le contexte. Je pense qu'on va passer tout de suite à écouter Benoît, qui est donc fondateur du programme Nuclear Knowledge et donc enseignant à Sciences Po et programme de recherche indépendante sur toutes les questions nucléaires. Et c'est important qu'il n'y ait pas, que Benoît a son entière indépendance. Voilà, comme chercheur. Merci Annick. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Sénateur, cher Général Norlin, et j'allais vous dire, mes chers concitoyens, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, je suis vraiment ravi d'abord de souhaiter un 10e anniversaire, un joyeux 10e anniversaire, mais en ces temps tristes, à IDN, et je vais commencer par vous dire d'où je parle. C'est pour ça que je vous disais, mes chers concitoyens, le rôle du programme d'études des savoirs nucléaires n'est pas de proposer une politique nucléaire ou pas spécifique. C'est de rendre possible le choix d'une politique clairement justifiée. Parce que la politique conduite aujourd'hui ne correspond pas aux justifications publiques. Et de ce point de vue-là, ce qu'IDN et moi faisons est convergent, mais dans des lieux différents. C'est-à-dire qu'IDN force ou tente de forcer l'ouverture du débat en disant « nous, on a une politique qui a été identifiée clairement ». Et moi, ce que je fais, c'est que je dis il faut éviter de croire que la politique existante est soit inévitable, soit nécessairement la meilleure. Le but, c'est de se rendre capable de produire des justifications claires de toutes les options possibles pour que, si on veut continuer de tenir cette ligne politique-là, on le fasse avec des justifications cohérentes. C'est ça que j'appelle la recherche indépendante. Et je vais commencer en vous disant que ça connecte avec ce qui a été dit dans la table ronde précédente sur résister ou dépasser le primat de la force. Parce qu'en dépit des désaccords flagrants et majeurs, en dépit du fait que tout le monde était bien élevé, le point commun dans tous mes intervenants précédents, c'est que tout le monde a l'air de vouloir résister ou dépasser le primat de la force. Eh bien, là, vous allez voir à quel point la recherche indépendante est nécessaire si vous voulez faire ça. Parce que sur un sujet comme le nucléaire, qui est inhabituellement technique et inhabituellement couvert par le secret, tant que vous dites « tous les discours se valent », ou alors on va s'en tenir au discours et on va juste faire de la glose infinie sur le discours, ce que vous produisez, c'est de l'incantation et le primat de la force du meilleur propagandiste. Le seul moyen de dépasser ça, alors si vous voulez que je sois bien élevé, je peux dire le primat de la force de celui qui a le meilleur système de communication institutionnel. Et en français, dans le texte, ça s'appelle un propagandiste. Donc, si vous voulez dépasser ça, le seul moyen, c'est la recherche indépendante. Et là, ceux d'entre vous qui sont mal disposés à mon endroit vont dire « il se prend quand même pas pour rien celui-là, tout le monde va nous raconter qu'il fait de la recherche indépendante, donc de quoi il parle ?» Et là, je salue votre scepticisme et j'espère que vous l'appliquez à tout le monde au-delà de moi. Parce que précisément, la recherche indépendante se reconnaît à des critères objectifs, objectivables, non décidés par moi. Ces critères sont les suivants. Toute recherche indépendante doit être financée sur la base de l'absence de conflit d'intérêts. C'est pour ça que le programme d'études des savoirs nucléaires refuse tout financement issu du commissariat à l'énergie atomique, du ministère de la Défense, de n'importe quel promoteur ou opposant aux arsenaux nucléaires.
Et alors là, je vous dis, grande nouvelle, ce qui devrait être totalement trivial, non seulement n'avait jamais été fait, et depuis, on m'explique que c'est quand même très bizarre et que personne ne va surtout reproduire ce modèle. Alors ne vous inquiétez pas, dans la recherche à échelle mondiale, ça paraît tout à fait normal. Hein. Donc tous les membres de mon équipe trouvent du travail. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est pas du tout de rester tout seul et de m'auto-applaudir. C'est juste de dire, si on veut que les élus et les citoyens soient bien informés, c'est un modèle de recherche trivial et élémentaire qu'il faudrait juste répliquer. Donc, au-delà du dépassement du conflit d'intérêts, deuxième critère distinctif, et ça vous permet, face à n'importe quel discours que vous recevez, de savoir, est-ce que vous avez affaire à de la com pro ou anti-nucléaire, ou est-ce que vous avez affaire à un résultat de recherche. Ne pas reprendre les catégories ou les éléments de langage du discours officiel. Tant que quand on parle des armes nucléaires et de leurs effets, on appelle ça la dissuasion, et on a déjà supposé qu'elles dissuadent de tout ce dont on veut qu'elles dissuadent, et qu'elles ne font que dissuader en n'ayant prouvé rien. Ça n'est pas assez. Donc on peut, et en français dans le texte, c'est pas d'une technicité extrême, dire l'arsenal nucléaire français au lieu de la dissuasion et évaluer fermement, strictement sur la base de critères scientifiques ses effets. Troisième élément, refuser de prendre les affirmations d'intention pour les affirmations d'effet. Quand mon collègue et moi, donc Sébastien Philippe, qui est physicien à Princeton et qui était sur l'équipe, avons voulu évaluer à partir de quand la dissuasion nucléaire française est devenue crédible. On a fait ce qu'il faut faire pour faire cette évaluation, c'est-à-dire qu'on est allé voir dans les archives des alliés et des ennemis, et on a fait une évaluation technique des capacités de la force de frappe, et on a découvert qu'au moins jusqu'en 1974, date après laquelle nous n'avions pas accès aux données, au moins jusqu'en 1974, la force de frappe française n'est pas capable d'atteindre ses objectifs. Les alliés et les ennemis le savaient. Les communicants institutionnels français se sont rués sur nous en poussant des cris d'orfraie, en faisant ce que j'interdis de faire à mes élèves de première année, c'est-à-dire en disant « nous avons des preuves que vous avez tort, parce que nous avons des... » Et ça c'est très bien, ça c'est le fonctionnement du débat normal. Hein. Sauf que leurs preuves que nous avons tort, c'est des preuves françaises qui disent « les dirigeants français voulaient que ça marche ». Et alors ça, vous voyez, c'est prendre les déclarations d'intention comme des déclarations d'effet. Et la réponse à ça, si vous voulez, c'est moi, depuis l'âge de 3 ans, c'est la seule chose que je vous dirai sur moi, j'ai un désir très sincère d'avoir un tapis volant. La sincérité de mon désir n'aide pas la carpette à décoller. C'est pareil pour le Mirage 4. Donc vous voyez, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'avec le refus du conflit d'intérêts, le refus de reprendre les catégories du discours officiel, le refus de prendre les preuves des intentions pour des preuves d'effets, on se rend capable d'évaluer les effets d'une politique. Et donc de choisir si elle nous convient et si on veut la continuer ou pas. Dernier critère élémentaire qui devrait s'appliquer à tous. La publication scientifique dans des revues scientifiques. Parce que l'idée qu'il y a un espace scientifique national, c'est une réalité sociologique qui peut servir à quelques collègues qui veulent faire carrière en France. Mais la science, en fait, si on l'entend, nous, nos résultats, ils sont acceptés partout. Il n'y a pas un douanier qui dit « Ah non, là, vos résultats, ils sont plus valides. » Donc, une fois qu'on a dit ça, je vais vous raconter un petit peu 5 résultats et je vais tenir le temps. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. La première, qui est une catégorie du discours officiel qu'on entend souvent. Les armes nucléaires seraient une protection contre toutes les menaces d'origine étatique. Ça, c'est une déclaration d'intention. On souhaite qu'elle le soit. Or, tout simplement, en cas d'attaque nucléaire délibérée ou accidentelle d'origine étatique, nous ne pouvons pas protéger notre population. C'est une réalité qui date au moins du couplage entre des missiles balistiques et des objets thermonucléaires au début des années 60 ou même à la fin des années 50. Ensuite, la possession d'armes nucléaires sur notre sol fait de la base de l'île Longue et des bases des forces aériennes stratégiques des cibles prioritaires, puisque la doctrine russe, c'est bien la dissuasion, mais aussi ce qu'on appelle la limitation des dégâts si la dissuasion devait échouer. Limitation des dégâts, ça veut dire détruire le plus d'armes nucléaires ennemies possible avant qu'elles ne soient lancées contre nous. Ensuite, si une guerre nucléaire limitée entre l'Inde et le Pakistan, qui est donc un phénomène étatique, produisait un hiver nucléaire, on a pu montrer que pas nous, mais des collègues chercheurs, on peut montrer que cet hiver nucléaire aurait des effets sur l'Europe et sur la France. C'est donc bien une menace étatique qui aurait des effets sur nous.
Et enfin, sauf erreur de ma part, et sauf si elles avaient développé des capacités magiques, je n'ai pas connaissance que les armes nucléaires nationales soient capables d'empêcher qu'un État devienne capable de les hacker. Le jour où le hacking des armes nucléaires devient possible, ou le jour où les institutions supposent qu'il l'est, il devient éminemment désirable de se débarrasser de ces choses. Je n'ai aucune idée de savoir si ça deviendra possible ou pas, mais c'est simplement pour vous montrer l'idée selon laquelle elle serait une protection contre toutes les menaces d'origine étatique est un abus de langage évident. Une fois qu'on a dit ça, le pari sur la dissuasion nucléaire est un pari sur la peur et la chance en situation de vulnérabilité. C'est ce que je vais faire, c'est le titre et je ne vous l'ai pas dit. C'est pas de vous dire la dissuasion nucléaire c'est bien ou c'est pas bien. C'est de vous dire qu'est-ce que c'est de fonder sa sécurité sur une politique de dissuasion nucléaire. C'est faire un pari sur la peur et sur la chance. Le pari sur la peur, et Marc vous en a déjà parlé un peu, c'est supposer que la menace nucléaire crée toujours la peur qui crée toujours la prudence. On avait entendu parler du précédent Castro, on peut discuter d'autres précédents. Sur la question de la chance, on peut produire une définition distinctive de la chance comme l'opposé du contrôle, c'est-à-dire les cas où on a évité des explosions nucléaires non désirées grâce à la désobéissance d'un des membres de la chaîne de commandement, grâce à une défaillance technique ou grâce à des variables extérieures au plan. On ne peut pas, on aurait tort, ce serait une faute analytique, de considérer que ces succès de l'évitement de l'explosion nucléaire non désirée sont des succès de la dissuasion. Non, ce sont des succès de la chance. Et ces succès, ils sont documentés dans le livre « Repenser les choix nucléaires » à partir de preuves archivistiques américaines, britanniques et en partie en France, y compris dans des archives inédites et par entretien. Encore une fois, ça n'est possible que par le travail de la recherche indépendante qui a rendu possible cette question, alors que les communicants institutionnels ou les institutionnels d'ambiance vont vous expliquer qu'en fait, on ne peut pas trancher la question. C'est sûr que tant qu'on ne l'essaye pas, on ne va pas y arriver. Le rôle de la chance, et ça c'est un autre résultat qu'il faut que vous ayez en tête, est probablement sous-estimé. Mais on n'a pas d'idée d'à quel point il est sous-estimé. Pourquoi je vous dis ça ? On a trouvé plusieurs dizaines de cas de chance jusqu'à présent. Il est fort probable que ça soit sous-estimé parce que, comme je ne vous demanderai jamais de me croire sur parole et que je ne vous dis que des choses qui sont prouvées empiriquement, les archives auxquelles j'ai accès sont limitées. C'est-à-dire, mon travail était sur les archives américaines, britanniques et minimalement sur un tout petit bout de l'histoire nucléaire française. Donc, supposer que l'évaluation de mon équipe sur le rôle de la chance est une évaluation exhaustive, ça veut dire, alors qu'il y a eu plusieurs dizaines de cas de chance aux États-Unis et au Royaume-Uni, il n'y en aurait eu aucun dans tous les autres États dotés d'armes nucléaires qui sont beaucoup plus opaques, et il n'y en a eu aucun dans les 30 dernières années sur lesquelles, de toute façon, tout est couvert par le secret de la défense nationale et par le secret nucléaire. Parmi les multiples obscénités auxquelles vous êtes exposés du matin au soir, vous avez un certain nombre de gens qui vous expliquent que tout va mieux puisqu'on n'a pas pris connaissance de ces cas de chance dans les années récentes. Ce qui est à peu près une insulte à votre intelligence la plus violente qui soit. C'est-à-dire, étant donné que nous ne pouvons rien savoir, nous en déduisons que rien ne s'est passé. Non, on en déduit qu'on ne peut rien savoir. Donc moi, je n'affirme rien. Je vous dis, on ne peut pas transformer la non-connaissance en une certitude d'absence de problème. Vous voyez ? Alors, ensuite, vous pourriez me dire, hein, oui, mais depuis, on a fait des progrès. Et des progrès ont été faits certainement. Si vous arrivez à me dire, ah oui, mais ce que vous nous racontez, c'est bien sympathique, mais c'est vieux, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne parie plus sur la chance, je vais vous donner toute une série de raisons pour lesquelles c'est juste incorrect de dire ça, et pourquoi le pari actuel sur la dissuasion nucléaire reste un pari sur la chance. Croire en une dépendance moindre à la chance exigerait de prouver des progrès de sûreté dans tous les États dotés. Or, j'ai pu le montrer, et là malheureusement je ne vous donne pas de preuves, mais je vous dirai à la fin de cette présentation où aller chercher les preuves. Il n'y a rien de ce que je vous dis qui ne soit pas prouvé. Ne me croyez jamais sur parole, mais pitié, ne croyez pas les autres non plus. Deuxième raison, l'effet Titanic. Si les gardiens des arsenaux nucléaires commençaient à croire à leur propre campagne de communication, à savoir qu'ils ont un contrôle parfait sur ces systèmes d'armes, ça les rendrait négligents.
négligent. Troisième raison, l'innovation introduit de nouveaux modes d'accident compréhensibles seulement a posteriori. Ça, c'est le travail de sociologues des organisations et de sociologues du savoir ingénieur. Dans les systèmes complexes et étroitement couplés, il y a des possibilités d'escalade catastrophique que l'on ne peut pas connaître a priori. C'est-à-dire, nous n'avons pas transformé la forme du savoir en travaillant sur ces armes. Ensuite, et Jean-Marie en a dit 2 mots, la recherche de crédibilité et d'automaticité de la riposte, c'est-à-dire l'idée qu'il faut recrédibiliser la riposte, notamment en automatisant les systèmes de commandement et de contrôle, c'est un pari sur la perte de contrôle délibéré par l'automatisation. Et il y a des services, notamment aux États-Unis, qui proposent ça comme politique souhaitable. Enfin, si on veut éviter le hacking des systèmes de commandement et de contrôle, on va augmenter la complexité de ces systèmes. Et précisément, en augmentant leur complexité pour éviter le hacking, on ouvre de nouvelles possibilités imprévisibles d'accidents systémiques. Dernier élément, et ça, ceux qui subissaient les médias ces derniers temps, vous avez entendu les intellectuels ou militaires de plateau qui vous expliquent que si jamais M. Poutine donnait l'ordre, il y aurait dans la chaîne de commandement quelqu'un qui désobéirait. Ça, c'est un pari sur la chance, sous la forme, une forme que j'ai qualifiée, de la désobéissance opportune, c'est-à-dire on suppose que dans un système où on forme tout le monde à ne jamais désobéir, ils désobéiront toujours quand il le faut, mais jamais à aucun autre moment. C'est un pari sur la chance, on peut le faire, mais il faut le reconnaître comme tel. Il ne faut pas dire, évidemment, on sait que ça va se passer comme ça. C'est un pari qui est commun, dont j'ai pu le documenter aussi de la part du général en chef du Strategic Command, le général Keller, au moment de son audition devant le Congrès américain en novembre 2017. Donc, je vous ai convaincu, j'espère, que la dissuasion n'est pas un pari sur la protection, c'est un pari sur la peur et la chance en situation de vulnérabilité. Ensuite, troisième élément, il y a toujours 2 débats qui sont séparés. Vous avez d'un côté le débat sur la dissuasion, où on a l'impression qu'on est dans un monde où les armes n'explosent pas, et vous avez un débat sur les essais nucléaires, où on est dans un monde sur « ah oui, dans ce monde-là, les armes explosent ». Ça, c'est pas un état de la conversation qui est raisonnable. Parce que, d'une part, tous les États dotés d'armes nucléaires, sauf l'Afrique du Sud, ont conduit des essais. Ensuite, ils ont monopolisé les données légitimes sur le sujet et produit du secret. Ça, c'est le travail de mon doctorant, Thomas Fraise. Ça aussi, c'est des publications scientifiques. On n'a pas publié chez les copains, on n'a pas seulement publié en France. Voilà. La chose, c'est que ces essais, à l'époque, ont été justifiés par ceux qui les considéraient comme nécessaires ou souhaitables, comme étant nécessaires à la dissuasion nucléaire. Moi, je ne me prononce pas sur est-ce qu'ils étaient nécessaires à la dissuasion nucléaire, mais je vous dis simplement, si leurs tenants et ceux qui les ont proposés à l'époque disaient qu'ils l'étaient, alors les tenants de la dissuasion nucléaire aujourd'hui doivent être comptables des effets de ces essais. On ne peut pas considérer les questions comme séparées. Et là, justement, le travail de la recherche indépendante, à savoir le recueillement de plusieurs milliers de pages d'archives, un effort pour créer la possibilité, là encore, de l'évaluation des conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires, ont fait que mon collègue et ami Sébastien Philippe, à partir de cette modélisation informatique qui permet de suivre la trajectoire de la contamination, ils ont documenté que lors de l'essai Centaure du 19 juillet 1974, plus de 110 000 personnes ont été contaminées en Polynésie, au-delà de ce qui leur donne droit à réparation dans le cadre de la loi Morin de 2010. Et là, encore une fois, je ne vous demande pas du tout de nous applaudir, mesdames, messieurs. Je vous dis que l'état de la production de connaissances en France est grave, parce que si la recherche avait été ce qu'elle doit être, le travail qu'on a fait aujourd'hui, il aurait dû être fait il y a 40 ans. Je termine. Pour vous dire que, et ça c'est même pas le travail qu'on a fait nous, c'est un travail qui est établi à peu près ailleurs, la pratique de la dissuasion nucléaire encourage les agressions conventionnelles, donc il faut de ce point de vue-là requalifier son caractère strictement défensif. Et alors en France, le dernier amusement de la communication institutionnelle, c'est de dire que la sanctuarisation agressive est une nouveauté russe. Alors,
Effectivement, hein, on est ravis qu'ils se soient rendus compte que les menaces et gesticulations nucléaires aient précédé l'entrée en guerre de la Russie et les rendues possibles. C'était aussi documenté par la recherche bien avant qu'ils se réveillent. Mais la chose intéressante, c'est que le caractère belligène de ce type de politique, il est montré statistiquement depuis très longtemps. Vous voyez, c'est un article de 2015. Et par ailleurs, il n'a rien de spécifiquement russe. Là, je vous fais un petit clin d'œil soviétique pour vous dire qu'en fait, c'est très très vieux. C'est-à-dire, Staline a avalisé l'attaque nord-coréenne sur le Sud et a ordonné le transfert d'armement à l'armée nord-coréenne après avoir obtenu son arsenal nucléaire. Et c'est pas seulement soviétique. Là, vous avez envie que ça soit juste russe, mais en fait, non. Donc, les incursions pakistanaises en Inde à Kargil en 99 et les attaques de 2001 et 2008 ont été aussi rendues possibles par la supposition d'un effet dissuasif de la menace d'escalade nucléaire. Et dernier exemple, les dirigeants de l'apartheid en 79 ont choisi de pénétrer plus en profondeur, plus régulièrement et avec des armes plus lourdes et davantage de troupes en Angola dès 1979 parce qu'ils étaient persuadés que le programme nucléaire en cours allait les protéger. Donc l'idée qu'un arsenal nucléaire vous protège est une chose à peu près aussi vieille qu'au moins les années 60, même les années 50 si vous prenez Staline. Voilà 4 résultats. Je vous dis la dernière qui fait le lien avec la table ronde d'après. On a documenté dans un papier qui est sorti dans la revue Raison Présente que les doctrines des P4, donc tout le monde sauf la Chine, parce qu'on n'avait pas de collègues qui lisaient le mandarin et qui pouvaient faire ce travail, mais quand même les doctrines des 4 États qui représentent 93% des arsenaux nucléaires et la littérature académique jusqu'en 2022 supposent que les transformations du système Terre et les politiques nucléaires n'auront pas d'impact mutuel au cours des prochaines décennies. Je répète, elles le supposent. Nous n'en savons strictement rien parce que cette évaluation n'a pas été faite. Et l'objet de ce papier et d'un papier qui va sortir dans Questions internationales lundi, c'est vraiment de dire qu'il est urgent de faire cette évaluation plutôt que de supposer que ça n'a pas d'effet. Et ça colle avec sans doute ce que le général Norlin va vous dire sur l'Observatoire des périls planétaires. Ça suppose aussi que le hacking de nos armes nucléaires et une frappe accidentelle issue de n'importe quel pays qui cible la France n'adviendra pas, y compris dans des pays où les armes nucléaires sont aussi bien gardées qu'au Pakistan. C'est pourquoi le travail de prospective sur les futurs possibles doit absolument être confié à des entités dépourvues de conflits d'intérêts. Et je ne vous dis pas qu'il faut me demander de le faire. Je vous dis qu'il faut arrêter de demander de le faire à des gens qui ont un intérêt direct dans la production d'un système d'armes particulier. Ce qui est une demande risible, mais qui apparemment n'est pas mise en exécution. Donc, je termine en vous disant que je vous dois des excuses parce que je ne vous ai pas présenté de preuves. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez refuser n'importe quel discours incantatoire qui ne vous présente pas de preuves. Les preuves sont là. Ce sont des publications scientifiques évaluées par les pairs dans des revues internationales. Tout est gratuit. Bonne lecture, mesdames, messieurs. Merci.